Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. Comme vous le savez, il y a eu des élections, on va faire une espèce de débriefing, on va parler de ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il se passer dans ce futur gouvernement. On a vu plein d'articles au niveau de la presse nationale, titrés La gifle, la claque, enfin voilà, plein de choses de très intéressantes pour le président de la République. Donc on va voir un petit peu comment va être constituée cette Assemblée nationale. On entend déjà les élus sur le territoire métropolitain dire qu'ils ont besoin des députés qui ont été élus en Outre-mer pour pouvoir compléter leur parti. On va essayer d'en parler pour comprendre un petit peu ce que ça importe pour nous. Est-ce que c'est intéressant pour nous que les députés, les personnes que l'on vient d'élire, pour ceux qui ont été votés, rejoignent des partis hexagonaux, ou bien est-ce que c'est plus intéressant, par exemple, d'essayer de faire un groupe parlementaire ultramarin, même si ce n'est pas possible, puisque ça serait du communautarisme, mais un groupe parlementaire qui nous ressemblerait mieux et qui pourrait mieux nous représenter. Mais avant ça, on vous l'a déjà dit, comme vous le savez, pendant les vacances, on passe en mode vacances, on va vous faire découvrir des produits locaux, on va vous faire découvrir les métiers des artisans, des agriculteurs, des pêcheurs qui vont nous aider à constituer, à vous faire goûter tous ces produits locaux. Donc on va vous passer tout de suite le spot de ce que l'on met en avant, de ce que l'on fait à Sainte-Anne pendant le mois de juillet-août. Et on va commencer avec François Ladrézo. Ola sakabay, maman, ola sakabay. Mouna, sakabay l'espace Abdon à coucher cette année. Fraîche naturelle tous les dimanches à mois juillet et à mois août. Façon bel moment, riche en culture, riche en l'amitié, riche en l'amour. C'est la jeunesse qui est en action pour fédérer toute génération. Matriculé doit voter, finissant. Génie point, manger, musique, pays. J'ai traditionnel pour tout le monde. Génie artiste, métamaniac, info-line. 06 90 93 51 90. Donc, je vais prendre ce qu'il y a sur access.fr. Mouna, la jeunesse qui a mis moi à l'honneur dimanche 3 juillet, depuis côté les midi. Nous attendons notre première édition là. Voilà, donc nous aurons le temps d'en reparler pendant le mois de juillet et d'août. On va vous emmener avec nous, on va vous faire vivre une espèce de télé-réalité. Vous allez voir, ça va être un truc très 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 sympa et vous allez découvrir beaucoup de métiers. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'être venus sur notre plateau ce soir. Je vais vous laisser vous présenter. En plus, vous êtes des gens, vous êtes déjà venus avec nous et vous êtes connus aussi en Guadeloupe. Alors, allez-y, présentez-vous et dites-nous ce que vous pensez de cette élection. Alors, moi, je suis Yannick Mormon. Bon, il y a des gens, les gens me connaissent. Ceux qui me connaissent, en tout cas, me connaissent sur diverses casquettes déjà parce que il y a déjà mes enfants qui me connaissent, c'est déjà pas mal. Oui. Mes deux enfants, je leur dis déjà bonjour. Aussi, les gens me connaissent parce que je suis dans le domaine du transport. Je fais du transport, je suis un chauffeur VTC. Je fais également beaucoup de navettes, donc les gens me connaissent plutôt également sur ce domaine. Je suis également un chanteur de goka, un tambouillé, parce que je fais un peu de tout, et je suis cofondateur du groupe Isfos. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai Inès Guadeloupe, pas bouger, c'était il y a longtemps, mais bon, on a fait des choses depuis. Mm-hmm. Et pour terminer, je suis également un Guadeloupéen qui fait un certain nombre d'interventions sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc il y a pas mal de personnes qui me connaissent dans ce domaine-là. Et en parlant de ça, il y a une amie facebookeuse qui m'a récemment interpellé en m'appelant Yannick Akarel parce que ma famille et moi avons pour l'habitude de peu médiatiser un peu de notre amour, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc bon, c'est un peu quelques petites casquettes vite fait, et bon, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler. Alors rapidement, avant qu'on présente les autres invités, en un mot, qu'avez-vous pensé du résultat de ces élections législatives, Monsieur Mormon? Alors, au niveau local déjà. Oui. Alors bon, moi je pense qu'il y a deux visions. Il y a la vision locale, la vision nationale. Pour moi, en Guadeloupe, contrairement à l'Hexagone, on ne vote pas pour un parti. On vote pour des gens. D'accord? Je prends un exemple. La première circonscription, on va commencer par celle-là. Aux Abîmes, avec Bémaro, Pointe-à-Pitre, Marie-Galante.
quand j'entends les spécialistes, parce que moi je suis un citoyen lambda qui regarde un peu ce qui se passe, donc j'ai l'œil du citoyen lambda et pas du spécialiste, du politologue ou du sociologue. Et lorsque je regarde, j'entends les gens, par exemple, aux abîmes, on va vous dire qu'il y a une force aux abîmes qui s'appelle la frappe, et une autre qui s'appelle Ecosabîmes. D'accord? Mais moi je dis qu'il n'y a pas de force de parti, par exemple, aux abîmes. C'est force de personnes. C'est-à-dire qu'aux abîmes, c'est M. Jalton, M. Servat. D'accord? Et à chaque fois que vous aurez une élection où M. Jalton ne va pas se présenter personnellement, il y a de fortes chances que ce soit M. Servat qui gagne. D'accord. D'accord? Les gens suivent une personnalité. Voilà, ils suivent une personnalité. C'est-à-dire que là, M. Jalton a soutenu M. Biras, mais regardez, hein, même M. Nabajot qui n'avait pas le soutien de la frappe, il arrivait pas loin derrière M. Biras au premier tour, pas tellement loin. D'accord? Donc ça prouve bien que on a affaire à des gens, d'accord? Et non pas des partis. En France, vous avez quelqu'un qui est socialiste, le Parti socialiste vous dit... Et ce sont des lignes politiques. Voilà, ce sont des lignes politiques. Ici, ce sont des personnes. Et on peut en parler dans les autres circonscriptions. On va prendre la deuxième, par exemple. La deuxième, c'est celle du moule de Sainte-Anne-Saint-François, si je ne m'abuse. Il n'y a pas Sainte-Rose? Non, non, c'est la moi, troisième, je ne connais pas les... Je crois que celle-là, c'est la seconde. La seconde, d'accord. D'accord. Et bien même là, regardez, vous avez une personnalité forte, qui est Mme Carabin. Et à partir du moment où Mme Carabin ne se présente pas personnellement, ben, ça ouvre la voie à Mme Binet. L'erreur qu'elle a faite, enfin l'erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, je ne sais pas si... en fait, je ne l'ai pas entendu en parler avant l'entre-deux tours. D'accord? Peut-être qu'elle en a parlé, mais en tout cas, je n'ai pas entendu. Au premier tour, elle sort en tête. D'accord? Quoi de plus logique, le moule vote en masse, le Nord vote en masse, elle a le vent en poupe, elle est récemment nommée secrétaire d'État, donc c'est pas rien. Et elle sort au premier tour. Entre les deux tours, à mon sens, il y a quelque chose de très important qui s'est fait. C'est-à-dire que les gens ont su, cumul des mandats faisant, qu'elle n'allait pas pouvoir qu'elle allait choisir le poste au cas où elle serait élue de ministre, de secrétaire d'État, plutôt que le poste de député. Pour moi, ça a été la raison qui lui a fait perdre des élections. Et en face, elle avait vraiment chaud. Elle avait quand même quelqu'un qui est maire d'une commune qui n'est pas des moindres, Sainte-Anne, c'est pas une commune en bois. Et voilà, c'est pas une commune en bois. Et c'est quelqu'un quand même qui a déjà un poids politiquement au niveau de la communauté d'Aglo, au niveau du conseil général ou régional, je ne sais plus, mais c'est quelqu'un qui est connu. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça a été un peu le début de la fin pour elle. Et moi, à partir du moment, dans mon canapé, à partir du moment où j'ai entendu cette histoire, parce que j'ai d'abord entendu ça sur les réseaux sociaux, qu'elle n'allait pas être siégée, avoir occupé le poste de député si elle gagnait, ce serait son suppléant qui est un inconnu quelque part, au niveau sur la scène locale. Et lorsqu'elle a confirmé dans votre émission, avec justement l'émission de votre collègue le soir, l'émission politique, voilà, j'ai dit que c'était fini. D'accord. J'étais dans mon canapé, ça n'engageait que moi, mais j'ai dit que c'était fini. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre point de vue. Monsieur Bracquemore, bonsoir. Bonsoir. Alors pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas et nous donner aussi votre point de vue sur cette élection? Très rapidement, donc Kenny Bracquemore, je suis avocat et je m'intéresse à la vie politique locale et nationale. Donc à ma modeste échelle, je vais essayer de vous donner mon avis. Alors allez-y maintenant, expliquez-nous. Comment vous avez vécu cette élection? Qu'en pensez-vous? Je rejoins un peu ce que disait mon voisin de table sur le fait qu'on vote beaucoup pour des personnes, mais il y a quand même une petite logique de parti qu'on a quand même ici, qui est bien moins importante que celle qu'il y a au niveau national, mais qui existe notamment quand on regarde le GUSR ou le Parti socialiste, qui ont quand même une logique de parti, même si évidemment ça repose sur des personnalités. Et quand on regarde... effectivement, la première circonscription, c'est quand même d'une évidence fondamentale, puisque
voir la différence de voix qui est entre M. Servat et M. Biras, alors que quand on regarde le score qu'Olivier Servat a fait lors des municipales, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas la même commune. Et pourtant si. Et c'est pas la première fois que ce schéma-là se répète. Enfin, ce schéma-là se répète puisque ça a déjà eu lieu. Olivier Servat avait déjà perdu au municipal avant et avant c'était son nom m'échappe, mais qui s'était présenté aux législatives et qui avait également perdu face à Olivier Servat la dernière fois, puisque effectivement c'était pas Éric Jalton qui s'était présenté aux législatives et donc il n'a pas gagné. Et moi, mais contrairement à ce que disait mon voisin tout à l'heure, par contre, je pense que c'est pas uniquement le fait de ne pas pouvoir cumuler les fonctions de secrétaire d'État et de député qui a aussi joué, c'est surtout aussi cette forte volonté de ne pas voter pour le soutien d'Emmanuel Macron, qui ont aussi joué contre Justine Bénin, puisque beaucoup de gens qui ont voté pour d'autres candidats se sont reportés vers M. Baptiste, pour ne pas voter pour un soutien d'Emmanuel Macron. Donc ça aussi, ça a joué, et pas uniquement le fait qu'elle ne puisse pas cumuler les fonctions de député et de secrétaire d'État. Mais au niveau national, c'est vrai que la presse nationale a beaucoup titré sur le fait que le président de la République a une gifle, etc., par rapport au fait qu'il n'ait pas réussi à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Enfin, moi, je relativise un peu parce que, certes, il n'a pas de majorité absolue, mais il a quand même une majorité relative. Beaucoup, dont M. Mélenchon espérait imposer une cohabitation, ce n'est pas le cas. Donc la NUPES n'a pas réussi à avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc oui, c'est une défaite pour le président de la République qui n'a pas réussi à avoir la majorité, mais il reste quand même majoritaire, même si c'est une majorité relative. Donc voilà un peu ce que vous en pensez. Alors tout à l'heure, on va revenir sur ces deux termes. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre quelle est la différence, puisqu'on en parle toute la journée en ce moment. D'ailleurs, Elisabeth Borne en parlait aujourd'hui même, où elle disait qu'il fallait une majorité de gouvernement. Donc, comme ça, vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Bonsoir, Monsieur Nagam. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, même si les gens vous connaissent déjà, et ensuite nous donner votre point de vue sur cette élection qui paraît quand même importante cette année? Non, c'est simple. Je suis Alain Nagam, président de la FTP Guadeloupe et Outre-mer. Mais je n'ai pas de point de vue comme mes voisins, parce que je suis au jour le jour la politique du territoire et des parlementaires. Vous savez que... Et là, je suis très inquiet. Je suis très inquiet de la situation économique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons un certain nombre de parlementaires qui sont élus et qui aujourd'hui ne nous servent. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, compte tenu que vous savez que c'est le gouvernement qui gouverne. Quel qu'il soit, majorité relative, absolue ou autre, c'est le gouvernement qui gouverne. Comment ça va se passer? Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de relais et nous n'avons pas de connexion avec le gouvernement Macron. C'est vrai qu'on a voté anti-Macron, mais Macron est président de la République, avec tous les pouvoirs qui le concernent. Donc aujourd'hui, moi, je suis inquiet pour le développement économique du territoire, je suis inquiet pour la jeunesse guadeloupéenne, je suis inquiet pour l'employabilité, et je suis inquiet pour pas mal de choses, pour la vie sociale même en Guadeloupe, parce que nous dépendons bien sûr, et d'ailleurs, je faisais une blague avec mes amis hier. Je me disais que si toutefois nous faisions un référendum demain, Macron ou l'autonomie, les Guadeloupéens vont voter à 80% pour Macron. Ouais, ça c'est... Donc c'est dans cette controverse-là et que nous sommes, donc c'est vrai que donc, là j'ai mes inquiétudes. D'ailleurs, j'ai aussi tenté d'échanger avec certains sur la réalité même de ce fameux groupe Outre-mer, sur sa portée et sur ce que ça peut nous apporter, comment on peut évoluer, comment ils vont évoluer l'Assemblée et quelles relations qu'il peut mettre à disposition du territoire que nous sommes et comment les choses peuvent fonctionner. Donc c'est les inquiétudes que j'ai plus que jamais.
Écoutez, vous avez fait mon émission, puisque j'allais poser cette première question et vous avez déjà répondu. Ah, excusez-moi alors. Mais c'est pas grave, au contraire. Au contraire, vous avez même répondu à la deuxième que j'ai même pas encore posée, puisqu'on en parlait tout à l'heure pour le groupe Outre-mer, savoir si c'est plus intéressant pour nous en termes de territoire que nos députés rejoignent, soit NUP, le Rassemblement National, ou bien plus qui que NUP veulent. n'existe plus. Surtout que oui, ça a déjà explosé, ce qui n'est pas forcément étonnant, puisque bon, c'était vraiment... c'est pas forcément étonnant, puisqu'ils avaient des points d'accord. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon décide de transgresser l'un de ces points, forcément les autres partis n'allaient pas... On peut faire une remarque, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'existe plus. Oui, puisqu'il s'est retiré de la vie politique. Exactement. Donc aujourd'hui, bon, il a tenté... Et il n'est pas Premier ministre. Il a tenté de vouloir faire maintenir le groupe pour lui donner une existence politique. Donc ça n'a pas marché. Je crois que vers midi, ils ont dû concevoir à la non-existence du groupe NUP, ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon n'a plus d'existence politique. Et c'est quand même difficile à dire que quelque part, il a mal joué. Bon, alors ma première question était les premières mesures normalement gouvernementales, donc celles qui sont censées être votées, je crois, il me semble, c'est dès le 28 que les élus et que tout le monde reprend son travail, sont censées être économiques. Donc, est-ce que vous pensez que les députés là vont tenir compte justement de nos territoires quand ils vont recommencer à travailler? On parle par exemple en ce moment, je sais qu'il y a M. Servaille, M. Mathiazin sont censés être en rendez-vous avec les soignants, ça fait partie de l'économie de nos territoires. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, avec tout ce qui s'est passé, va prendre toutes ces choses en compte? Alors, j'ai envie de vous répondre, mais Emmanuel Macron, il est président de la République. D'accord? Avant Emmanuel Macron, on va partir depuis Mitterrand. Est-ce que les problèmes de la Guadeloupe ont été pris en compte par la France? Non. Il y a eu Jacques Chirac? Non plus. Monsieur Sarkozy? Non plus. Monsieur Hollande? Non plus. On va tous les faire, on arrivera à la même conclusion? Non plus. Donc, des fois, j'aime bien quand les spécialistes de la politique parlent, mais j'ai l'impression qu'ils se prennent pour d'autres. D'accord? Les problèmes de la Guadeloupe, aujourd'hui, on nous dit oui, il n'y a pas de relais. Mais le Parlement français, il n'a pas été inventé depuis ces élections. Non, le Parlement français existe avant même nos naissances respectives. Le Moyen-Âge, exactement. D'accord? Et pourtant, le chômage des jeunes de plus de 60% en Guadeloupe, il ne date pas de M. Macron. Oui. Il y avait déjà des députés amis avec le gouvernement, je parle vulgairement. Ils étaient même à l'intérieur. Ou pas amis. Ils existaient déjà. Oui. L'histoire de là où le chlordécone, ça fait 30 ans. Et ce sont des anciens présidents qui ont eu aussi des dérogations. L'eau, ça fait 20 ans. Je vous parle des gros problèmes. D'accord? La vie chère, on en parle en 2009, la Guadeloupe, c'est en nous. D'accord? Donc, les grosses problématiques de la Guadeloupe existaient déjà avant cette histoire de NUP, cette histoire de LRM, cette histoire de RN. Ils existaient déjà. Il faut qu'on se rende compte d'une chose. On est dans une colonie. La colonie n'a pas vocation à se développer. La colonie est là pour servir la République. D'accord? Donc, à un moment donné, comme mon voisin disait tout à l'heure, si demain, on dit aux Guadeloupéens de choisir entre Macron et l'autonomie, ils vont choisir Macron. Mais c'est évident. Lorsque vous avez un peuple affamé, un peuple qui n'a pas d'hôpital, un peuple qui n'a pas de perspective d'avenir, un peuple, la jeunesse, elle part ou elle va s'asseoir à Bimao pour synthétiser un peu. D'accord? Comment voulez-vous demain? On ne sait même pas qui on est. On n'a pas d'identité. Tantôt, on est des petits-fils de Gaulois. Tantôt, on est des petits-fils africains. On ne sait même pas qui on est. Donc, comment voulez-vous, objectivement, qu'un Guadeloupéen se projette en tant que responsable d'un pays? Ce n'est pas possible pour l'instant. Il faut faire les choses par étapes. Je vais juste dire une chose. C'est vrai que bon, il faut être Guadeloupéen, il faut voir la différence, mais il faut surtout aussi s'informer et aussi regarder la mémoire des choses. Je n'irai pas loin, je prendrai simplement le discours de François Mitterrand devant la mairie de Pointe-à-Pitre en 88. Il disait quoi? Il disait aux Guadeloupéens, avec la décentralisation,
prenez vos responsabilités, je vous accompagne à le faire. La difficulté, c'est que nous, Guadeloupéens, enfin nos politiques, parce qu'on n'est pas dedans, sont restés à se chamailler, et plutôt que de vouloir justement aller dans le sens... Parce que ça voudrait dire que depuis Mitterrand, que la France nous incite à prendre nos responsabilités, à nous développer. Or, il y a une chose, et je pourrais vous le dire, c'est que le territoire de la Guadeloupe est un des territoires les plus riches de France en termes de potentiel de développement. Quand je prends la biodiversité végétale, la biodiversité marine, la biodiversité animale. Mais le souci que nous avons, c'est que nous ne nous intéressons pas à chez nous. Nous préférons justement nous battre pour bien sûr être parlementaires, être ceci ou cela. Mais à quel moment, effectivement, on a orienté notre jeunesse, effectivement, sur la réalité de ce que nous avons chez nous. Nous avons les éléments de notre développement chez nous, à condition qu'on s'y intéresse, mais qu'on arrête justement de bénéficier des transferts sociaux, parce que ça a toujours été notre combat, 40% de fonctionnariat, la CAF et le RSA, etc. Donc on a toujours eu tendance, d'ailleurs, Victorin Lurel, en 2003, a fait campagne sur la perte d'identité, la perte des standards de transition, qui font qu'effectivement on a voté dans le sens où nous avons voté. Donc aujourd'hui, ce que d'ailleurs, c'est quelque chose que je disais à l'université la semaine dernière, nous devons nous intéresser à ce que nous avons chez nous et particulièrement avec nos voisins de la Caraïbe. Contrairement à la loi de janvier 2010 où l'Europe et la Caraïbe ont signé ce qu'on appelle la Convention de non-concurrence. La Convention de non-concurrence nous interdit à la Caraïbe, à l'Europe, donc nous sommes européens, de concurrencer la production caribéenne. Et en contrepartie, les Caribéens achètent leur champagne, leur vin, leur cassoulet, etc., en oubliant que nous étions nous-mêmes. L'Europe a oublié que nous étions là. Ça veut dire qu'ils nous ont condamnés eux-mêmes. Par contre, nous avons un certain savoir-faire et nos amis caribéens, justement, nous invitent justement à pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire que travailler ensemble, c'est une mutualisation, c'est-à-dire produits caribéens et produits guadeloupéens, conquérir le marché européen. Voilà un peu ce sens du travail que nous avons fait et le sens où nous devons inviter nos politiques à travailler. C'est bien d'aller voir les soignants pour leur proposer, parce qu'il faut les défendre de toute façon, mais il ne faut pas que ça soit de façon politique. Il faut que ça soit de façon humaine, de façon sociale, et d'ailleurs c'est une aberration, et Maître Sora me le dit mieux que moi, ça n'a aucune coïncidence avec le droit du travail. Oui, je ne peux que partager ce qui est dit, mais la problématique, c'est que il est vrai que nous avons passé bon nombre de gouvernements depuis la départementalisation et les promesses d'égalité, etc. C'est vrai, mais il n'empêche que, et je rejoins mon voisin lorsqu'il dit que les Guadeloupéens eux-mêmes n'ont pas pris à bras le corps ces problématiques-là et ils n'ont pas voulu aller vers l'autonomie, ils n'ont pas voulu aller vers cette direction-là. Quand je regarde tous mes prédécesseurs, ceux qui ont essayé, ceux qui sont devenus universitaires, ceux qui ont eu des postes à responsabilité, ceux qui ont été dans la GEG, ceux qui ont essayé toute cette élite émergente guadeloupéenne qui a existé là, ils étaient pour la plupart indépendantistes ou autonomistes et même aux élections, nous avons eu des autonomistes, des indépendantistes. Les Guadeloupéens ne les ont pas élus. Les Guadeloupéens n'ont pas choisi d'aller vers cette direction-là. Donc après, je veux bien qu'on puisse mettre le gouvernement français en face de certaines contradictions, c'est vrai. Mais il faut aussi reconnaître que nous, de notre côté, nous n'avons pas souhaité aller vers cette direction-là. Est-ce que c'est une question d'éducation ? Si par exemple, je prends un exemple, l'Australie, systématiquement, les enfants grandissent. Ils ont envie de protéger les kangourous, ils ont envie de protéger la forêt australienne, ils font des films, ils inventent des sirènes, ils travaillent beaucoup, tout leur métier, tout ce qu'ils font comme secteur comme travail est tourné vers la nature, vers la biodiversité de leur île. Est-ce que c'est une question d'éducation ? Parce que pourquoi eux, ils protégeraient plus leur île que nous, par exemple ? Ça n'a pas de sens. Je parlais de l'Australie. Oui, c'est un exemple que je prenais. Avec des doctrines australiennes à la base. Nous,
faut partir de la base. Dès qu'on veut juger une situation, nous, on parle du milieu quand ça a déjà commencé. Il faut partir de la base. Je reviens, au risque de me répéter, nous sommes une colonie. On ne pense pas par nous-mêmes. En gros, on est élevé à l'école voilà, pour être fonctionnaire. On ne pense pas par nous-mêmes à la base. Donc, on ne peut pas demander à un enfant qui ne sait même pas qui il est au départ, à l'arrivée, d'aller penser, même pas l'arrivée, un peu plus tard dans sa vie, d'aller déjà penser à penser justement son pays. Ce n'est pas possible. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Et mon voisin parlait tout à l'heure de la France qui, depuis M. Mitterrand, a fait ici. Mais la France est un pays hypocrite. Il faut le dire. Récemment, il y a des Guadeloupéens qui ont essayé d'ouvrir une école panafricaine en Guadeloupe. Mais à la fin des fins, le préfet a dit non. Il a dit que ça ne rentre pas dans telle chose, telle chose. Donc en fait, l'ouverture d'esprit, la France ne l'accepte pas. La France va vous donner des fonds, la France va vous donner un poisson, mais elle ne va pas vous apprendre à pêcher. Et elle ne va même pas vous laisser vous apprendre même à pêcher tout seul. Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Quand on parle des élus, mais c'est normal, dans un système comme celui-ci, c'est normal, c'est pas normal, c'est normal, du point de vue des élus, qu'ils fonctionnent comme ça. C'est normal que les élus fonctionnent comme ça. L'élu guadeloupéen, c'est quelque part, lorsqu'on arrive au bout de la chaîne, il sera toujours limité quelque part. À un moment donné, je vais juste terminer mon propos, à un moment donné, il ne peut pas aller plus loin. L'élu guadeloupéen, c'est en gros un agent administratif. D'accord? Il y aura toujours quelqu'un à la fin des fins, si ça ne va pas, je ne suis pas anti-français. D'accord? Je ne me bats pas contre les pays, des trucs comme ça. Moi, je suis un débatteur idéologique. D'accord? Avec mes petites connaissances, mais je ne suis pas anti-français ou anti-ceci, ça n'a aucun sens. D'accord? Mais je dis qu'à un moment donné, il faut toujours partir sur la base. L'élu, il ne va pas manger la main qui lui donne à mordre la main qui lui donne à manger. Au bout d'un moment, la France demande quoi à nos élus? La France demande de gérer le local, et tant que vous n'irez pas toucher son drapeau bleu, blanc, rouge, elle vous laisse faire. Parce qu'en fin de compte, quand vous ne nettoyez pas les sargasses, qui prend tout ce qui est toxique, c'est le Guadeloupéen. D'accord? On va entendre aucune personne de Bordeaux dire « Ah, je sens les sargasses ». D'accord? La violence, c'est nous. Donc, tout ce qui nous concerne, c'est nous. Regardez en novembre. Il y a eu l'ordre aux yeux de la France qui a été quelque part compromis. Eh bien, ils ont réussi à nous envoyer ce qu'il fallait en 2 jours. 5 minutes, oui. En 5 minutes, ils étaient là. Le temps de tout flamber, voilà, alors qu'on prend 10 ans pour régler le problème de l'eau, c'est vital. Il y a des règles qui sont mises en place en France il peut y avoir un problème de l'eau. Mais la France a des plans, des lois qui sont là pour pallier à ces problèmes-là. Pourquoi ce n'est pas mis en place en Guadeloupe? Pourquoi ce n'est pas mis en place? On parle que le Guadeloupéen n'a pas su prendre ses responsabilités lors des élections. Les Français, ils ont pris leurs responsabilités, les Français de l'Hexagone. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont fait les gilets jaunes pendant 5 ans. À la fin des fins, ils ont élu qui? Ils ont élu M. Macron. Ils ont élu M. Macron. Donc, ce que je voudrais dire, je voudrais surtout vous dire à vous, quand on est dans la contestation, on est dans l'acceptation. Parce que quand on conteste et qu'on ne propose pas, ça voudrait dire qu'on n'a pas le chemin pour avancer. Et c'est ce que nous devrions dorénavant, et bien avant nous, parce que savoir que nous ne sommes pas qui nous sommes. C'est vrai parce que nous sommes dans un territoire avec un tel potentiel où nous avons toujours choisi donc d'être conduits pour être fonctionnaires, la poste territoriale, etc. On s'est battu pour les 40% de vie chère dans les communes et on l'a accepté. On est dans l'acceptation. Or, si nous voulons changer la donne, la première démarche, c'est l'économie. L'économie qui nous permet de savoir qu'est-ce qui peut nous nourrir dans notre territoire si toutefois nous voulons évoluer en autonomie et indépendance pétrolière comme Saint-Barth, par exemple. Qu'est-ce qui peut nous aider? Saint-Barth, qui était une commune de la Guadeloupe, qui bien avant nous, qui a été avec le département, c'est le département de la Guadeloupe qui a fait l'usine d'eau à Saint-Barth, qui a fait l'hôpital de Saint-Barth, qui a donné tout à Saint-Barth. Et quand Saint-Barth était prête, elle a demandé effectivement son évolution, parce qu'elle s'est préparée. Mais nous, on conteste, on critique,
et on ne se prépare jamais. On analyse. Oui, mais on ne se prépare pas aujourd'hui. Moi, on parle par exemple aujourd'hui, au niveau de la petite entreprise guadeloupéenne. Quand je parle de biodiversité végétale, ce que voudrait dire, je vois aujourd'hui, je prends le cas de la mangue qui se gaspille. Quand je dis aux jeunes Guadeloupéens, vous devriez organiser le développement de l'industriel à partir de la mangue, à partir de l'organisation de la cueillette. Uniquement la cueillette vous permet de créer de l'activité professionnelle pour cueillir, parce qu'on ne fait pas d'industrie de mangue en ramassant les mangues. On organise mais la cueillette peut créer diverses petites sociétés pour aller cueillir les mangues. Ensuite, si nous avons une unité de transformation, on vend à l'unité de transformation la cueillette que nous avons réalisée. Et l'unité de transformation, plutôt que de vouloir faire du jus comme partout dans le monde, on a une qualité. C'est que nous avons le multi-parfum. Une unité de qualité, Mango. Mais si nous avons le multi-parfum, ça voudrait dire qu'on peut intéresser et de créer une matière première pour commercialiser vers les laboratoires de production, laboratoires cosmétiques, laboratoires de pâtisserie, laboratoires de tout. Donc c'est à nous de réfléchir. Et on a des jeunes qui sont des jeunes chercheurs à l'université. Aujourd'hui, en dehors de ça, on a la patate douce par exemple. La patate douce, c'est du colorant. On peut faire de l'industrie à partir de la patate et son zèbre sauvage. On peut aussi, on a les éléments chez nous pour faire de la biodiversité liquide. Tout le monde a porté la biomasse canne. Nous mangeons canne, nous faisons canne, nous pas jamais intéressé nous à canne. Qui qui connaît valeur à canne? Je là il y aura une fait spirit en cas de nous à partir du rhum que nous avons. Or, si nous sommes quelque peu les seuls à avoir du rhum agricole. La mélasse de Guadeloupe s'en va parce qu'il dit nous, justement, c'est pour nous cochons et nous accepter ça. Or, la mélasse, c'est du rhum industriel. Le sucre de canne, le sucre roux, sert à soigner les grands brûlés dans la filière santé. Donc, tout cela, quand nous, on diffuse cette connaissance-là, c'est pour justement éveiller la conscience des jeunes Guadeloupéens pour dire qu'il y a des choses à faire à partir de ce qui existe. La canne, c'est le premier aliment bétail. J'ai entendu un jeune parler l'autre jour de Montego Bay 82, c'est de Tolassi. Montego Bay 82, c'est la définition des zones exclusives économiques, c'est-à-dire des territoires dans le monde. Tant nous, c'est 90 000 km². C'est-à-dire l'en met à nous. Quand nous ne faisons nous pas faire rien, nous ne garder les gens venir faire à casa nous. Eh bien justement, à un moment donné, il faut nous arrêter de contester, arrêter d'accepter, dire dorénavant, il faut nous associer nous entre voisins, entre machins, sans être tapant parce que nous, monsieur, sont maîtres là pour ça. Quand on s'associe, il y a des juristes qui savent comment entrer, comment sortir, sans détruire l'outil. Mais c'est comme ça. Quand nous allons nous associons-nous, faisons venir un professionnel qui va nous accompagner à nous associer et qui va nous accompagner à réussir. Donc quand on prendra cette démarche-là, nous ne payons pas parler ni des politiques, ni des internes, nous qui savons que c'est fait pour nous faire. La Guadeloupe, c'est devant pour y faire. Oui, d'accord, mais pour moi, c'est un discours utopique. Pourquoi? Parce qu'on est obligé qu'il y ait une compte de réalité. Non, qu'à quoi dans moi. Pas dit utopique, parce que moi, je fait tous les jours. Mais d'accord, pas parce qu'il y a un quoi dans moi, qu'en fou. Obligé qu'il non, moi, il a dit ça. Obligé qu'il y ait une compte dans certaines réalités. Ou quoi parler de quand là, c'est à qui moun? Quand là, c'est à qui moun? Pas ni petit planter? Mais est-ce que la réalité de la Guadeloupe... c'est qu'on a blanc. Non, pas de blanc. Pas de petits planteurs. Ni petits planteurs. Bon, John Bitin, quand là, en Guadeloupe, combien petits planteurs ou peut appuyer aussi pour parler d'une économie que nous peut appuyer nous si ça. Ou obligé qu'on compte des réalités là ça. Ça veut dire que je là, quand là, pas tant nous. Donc en gros, pour vous, la canne à sucre qu'on produit, même si ce sont des petits planteurs, c'est que pour le rhum et le sucre. Mais celui qui a les champs de canne, quel intérêt qu'il a à faire en sorte que le Guadeloupéen qui a le cerveau le développe au point de pouvoir faire quelque chose. Bouga nous paquet et hectares et canne. Bouga a fait Roumaï Sika et ça a un paquet de milliards. Alors pourquoi? Oui, je sais, mais à la base il y a une base. On fixe son prix à sa place. Oui, c'est ça, on fixe son prix. Oui, mais à la base ça pose des problèmes parce que
enfin l'année dernière pendant le confinement, j'ai eu l'occasion justement de faire une immersion dans la canne à sucre et comme le prix, on leur impose le prix fixé, c'est vrai que ça pose aussi des problèmes, le fait qu'ils ne gèrent pas eux-mêmes leur filière. Oui, mais sincèrement, la canne, c'est le premier aliment. Oui, mais on parle du développement d'un pays, on ne parle pas du développement de quelques-uns. Là, il parle au niveau de l'échelle d'un pays qui est la Guadeloupe. Il faut bien commencer par quelque part. Mais on a déjà commencé. Il faut vous rendre compte de quelque chose. La canne, c'est le premier aliment bétail. La canne, c'est le premier aliment bétail. Depuis feuilles là jusqu'à racine là, c'est-à-dire cochon qu'a mangé, bœuf qu'a mangé, poule qu'a mangé. La canne ensuite c'est un produit cosmétique. Canne c'est un produit, donc ça fait des matières. La canne c'est la biomasse. La canne c'est le sucre. La canne c'est le rhum. Et la canne c'est l'aliment. Donc, à partir du moment où on connaît la canne à la puissance 6, et pour moi, pour ça, personnellement, je suis allé à l'Académie des sciences de l'agriculture. Je ne comprenais pas pourquoi on avait autant de difficultés. On parle de la canne uniquement dans la saison, puisque les travailleurs de la canne ont disparu. Or, paille à canne sont bien qui riches. Donc, nous arrêtons, ils fait nous vendre en machine. Donc, on partit. Et ça qui a gagné l'argent, c'est ça qui n'est machine, ça qui n'est l'usine, et ça qui a fait transport. Ils ne font pas la canne. Et ça qui a planté canne pas gagné l'argent. C'est ça. Et ces questions-là, ça moins imposé, moi. Et on dit dorénavant, l'idée des outils qu'on y voit canne, il faut que ça disparaisse en Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est une étude et analyse de la richesse de la canne. Pas étude à richesse à cycle là. Pour savoir si c'est une richesse 9 ou 10, il faut savoir, il faut avoir. Pas à Montpellier, parce que ça, on a dit là, ils mettaient Montpellier. Mais pourquoi ils Montpellier? Pourquoi nous pas ni à Casanou, un centre d'études et d'analyse de la canne? En Haïti, ils l'ont. Pourquoi? Eh bien, justement parce que nous acceptons. Qui accepte? Eh bien, nous-mêmes qui Guadeloupéens plantaient, quand ils ont gommé tous les années pour richesse à plan à canaille, ils ont accepté ça. La Chambre d'agriculture, quand même, c'est toujours Guadeloupéens qui dirigeaient la Chambre. Et ils ont accepté ça. C'est que nous l'acceptons. Et il faut nous sortir dans l'acceptation, il faut nous rentrer dans la proposition et dans la prospection. Mais c'est ça pour nous, mais c'est ça, c'est ce qu'on doit faire. On a tout ce qu'il faut. On a des jeunes avocats. Voilà, c'est d'accompagner ça. Il y a des juristes, c'est ça pour définir. Après ça, on a des jeunes comptables. Voilà, c'est de faire les gestions d'administration et de définir cadre là, business plan. Et nous, comment les hommes, quand nous faisons, là c'est, mettons-nous ensemble, nous faisons confiance, avocats, ex-financiers, et nous-mêmes qui sont des ceux qui ont ça. Moi, j'ai ni diplôme. Diplôme, c'est rien du tout. C'est l'homme et son intelligence. Justement, allez-y, parce que je vois que vous essayez d'expliquer quelque chose depuis tout à l'heure. Allez-y. Oui, non, mais c'est-à-dire que je partage l'idée que, voilà, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on essaye de faire des choses et on ne peut pas rester à attendre et se dire que voilà, on n'a pas l'autonomie, on n'a pas les capacités politiques, économiques ou etc. pour agir et rester à revendiquer de les attendre. Il faut commencer à faire. Il faut commencer à faire et on a déjà commencé à le faire, mais c'est en commençant à se développer économiquement qu'on pourra créer cet élan-là pour permettre aux gens de croire qu'on puisse réussir en dehors du carcan qui existe. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que justement, il existe. Et en attendant qu'il change, il faut faire avec ce qui est là. Et on ne peut pas se contenter de dire oui, mais il faut que ça change et ne rien faire en attendant que ça change. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, justement, du coup, je vous pose une question très simple. À quoi, là, est-ce que nos députés pourront intervenir sur ce genre de choses. Pourquoi je pose cette question? Puisque justement sur la canne, on a fait une émission antérieurement, c'est quelque chose qui date un petit peu avant le Covid. La loi européenne devait déjà changer, puisque vous savez maintenant il faut passer les parcelles soit en bio ou enfin... pour que nos planteurs puissent continuer à faire de la canne, puisque on arrive en bout de loi qui fait qu'on peut plus livrer en France ou en Europe. Enfin, c'est compliqué puisqu'il a fallu mettre une mesure en place spécifique pour que nos planteurs de canne puissent, pour que les gens qui fabriquent le sucre surtout puissent exporter le sucre en Europe, puisqu'il y a une histoire de concurrence avec le Venezuela où le sucre coûte moins cher et tout. Donc aujourd'hui, le sucre produit soi-disant en France, si je prends le territoire de la Guadeloupe, on est censé être la France, est plus cher que celui du Venezuela, par exemple, qui est à côté. Est-ce que nos députés
ils peuvent intervenir sur ce genre de choses. Est-ce qu'ils seront entendus? Est-ce qu'ils seront écoutés? Est-ce que c'est mieux qu'on fasse un groupe parlementaire outre-mer, puisque c'est le même problème en Martinique, c'est le même problème à La Réunion? Est-ce qu'il faut faire un groupe spécial pour pouvoir traiter des problèmes qui nous concernent, puisqu'on a déjà vu que les gens vont voter Macron plutôt que l'autonomie. Donc là, comment nos députés peuvent agir, par exemple, sur ce genre de choses concrètes qui nous touchent tous les jours? C'est un problème qui touche l'Union européenne, donc ça c'est au-delà du Parlement français. Donc c'est quelque chose qui se traite directement à Bruxelles. Les députés européens, avec les députés européens. Je tiens aussi à signaler que nous avons des lobbyistes guadeloupéens qui existent et qui travaillent aussi à Bruxelles. Nous avons... J'aime pas ça. Ben, les lobbyistes... ça va exister, mais pas ceux-là. Parce que je suis en train de me battre justement contre Eurodom. Parce que Eurodom, justement, pour moi, est contraire au développement économique des territoires d'outre-mer. Ils défendent les intérêts de ceux qui l'ont créé. C'est une association lobbyiste, mais ils défendent les intérêts de celui qui les a créés. Et c'est justement, que ce soit IGP, BAN, etc., je ne veux pas citer de nom là, mais exactement, ça ne sert la cause que d'une famille. Oui, mais nous avons aussi des élus qui ont une représentativité au niveau de l'Union européenne. Le président de région, par exemple, les whip, voilà, ils peuvent aussi s'adjoindre les services de lobbyistes. Ils peuvent aussi faire certaines actions pour pouvoir mettre en avant ces questions-là, demander le soutien du gouvernement français et d'autres gouvernements européens pour pouvoir agir à ce niveau-là. C'est ce qui se fait déjà, mais ce qu'on appelle l'ODEADOM. L'ODEADOM que je considère comme un plafond de verre, parce que justement, quand on parle des fonds du POSEI. Les fonds du POSEI sont directement versés par la Commission européenne à Eurodom. Eurodom, c'est Bali, c'est JPBAN, c'est Deloussi, le beau-frère d'Ayot, c'est le groupe, vous ne pas dire le groupe Ayot qui a créé ce lobby. Ils se servent, et ensuite c'est dirigé vers le ministère de l'Outre-mer qu'on appelle l'ODEADOM. Et l'ODEADOM fait la répartition du restant du POSEI sur l'ensemble des territoires. Résultat, nos planteurs, nos éleveurs, etc., gagnent une misère. Donc c'est pour ça que tous ces trucs-là sont à reconfigurer, à créer un vrai lobby qui est plus en adéquation avec le tissu économique que nous sommes, c'est-à-dire un tissu économique des TPR. Justement, monsieur avec Nagam, un développement économique dans le métier de service, du commerce, et des biens. Je vous coupe. Au mois de décembre, j'ai fait une interview de monsieur Martin Char qui s'occupe, alors, je ne sais plus, puisque là, maintenant, le gouvernement a changé, de l'agriculture. Je lui ai posé la question, c'est-à-dire que les aides pour les agriculteurs, on sait, ils souffrent, ils ne les ont pas, c'est compliqué, tout est vraiment difficile pour eux. Il m'a dit que le gouvernement, donc de l'époque, bien sûr c'était sous l'ancienne mandature, est en train de mettre des choses en place pour modifier le système de versement. C'est-à-dire qu'avant, il a reconnu lui-même que depuis la nuit des temps, on va dire, pour ne pas expliquer vraiment la situation que tout le monde connaît, vous connaissez l'histoire de la Guadeloupe, donc c'est contrairement au territoire hexagonale où les éleveurs reçoivent les aides en fonction, voilà, exactement, en fonction de ce qu'ils ont en hectares. Nous, en Outre-mer, c'est en fonction du poids. Et il m'expliquait que forcément, quelqu'un qui exporte 3000 tonnes, par exemple, de bananes ou de cannes, lui, il va toucher, alors que le petit agriculteur ne va pas toucher ses aides. Et justement, le gouvernement était en train, d'après ce que m'a dit M. Martin Char, je ne sais pas où ça en est maintenant, puisque ça va changer justement, mais était en train... Bon, d'accord. Oui, mais après, c'est la ligne politique que donne le ministre. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, il parle beaucoup. Mais c'est dans la réalité des choses qu'il faut aller. Donc il était en train de m'expliquer qu'ils sont en train de modifier ce système, mais ça, ce sont des choses qu'ils ont vues avec les élus, après plusieurs années de discussion avec les élus, les députés. Donc est-ce que ce sont des points sur lesquels nos députés peuvent vraiment intervenir? Parce que Olivier Servet nous a déjà beaucoup expliqué que lorsqu'il est tout seul à l'Assemblée ou lorsqu'il veut faire passer une loi, s'il se retrouve avec plus de 500 députés qui votent contre lui, ça ne sert à rien. Donc la question là, c'est est-ce que nos députés, c'est plus intéressant qu'ils intègrent un groupe ou est-ce que c'est plus intéressant qu'ils mettent en place un groupe? Bon, on va pas dire outre-mer parce qu'on sait déjà que c'est un peu illégal, mais est-ce que c'est plus intéressant qu'ils mettent quelque chose qui soit tourné vers nous? On sait que la Corse veut venir aussi, par exemple.
Sincèrement, vous posez la question, on ne répond pas à une question par une question, mais je vous repose la question, vous y croyez, vous? Je veux dire que les députés qui étaient, on avait des députés de la dernière mandature qui étaient pro-État en place, justement. Gouvernement en place. Quels résultats concrets ils ont eu? Parce qu'on ne faut pas confondre faire une proposition, parler dans un micro à l'Assemblée et avoir un résultat. Nous sommes d'accord. C'est pas parce qu'on a dit quelque chose à l'Assemblée qu'on a eu un résultat. Quel résultat qu'il y a eu en Guadeloupe? Quand vous êtes dans un pays où pays-là qui est en bail là, c'est-à-dire la France, pas qu'à faire ce qu'il faut pour obtenir de l'eau. C'est quand ni que gérer? C'est banane ni que gérer? C'est pouvoir d'achat qui est géré, c'est sargassi qui a autant en la là. Vous n'avez pas la base. Je disais tout à l'heure au début, il faut qu'on arrête de se prendre pour des autres. La France n'est pas en capacité de satisfaire les Français de l'Hexagone. Ah, ça c'est clair. Les Français de l'Hexagone sont divisés comme pas possible. Regardez, on a dit au début de la mission, dit au début de l'émission, ils ont créé la NUP, Jachiré. Oui. Macron et compagnie. J'ai entendu dire que celui qui représente les Républicains, a dit qu'il n'allait pas le soutenir, qui ne sont pas des faire-valoir du gouvernement. Oui, vous avez M. Édouard Philippe qui a créé un parti, on ne sait même pas pourquoi. Quand vous créez quelque chose de neuf, c'est soit parce que vous allez apporter quelque chose dans le débat, ou soit parce que vous avez des idées. M. Édouard Philippe est venu sur place juste pour servir de réserve de voix à M. Macron, parce qu'il y a des Français qui ne veulent pas officiellement adhérer au Front National et qui ne veulent pas de M. Macron. Donc, pour que ces gens-là ne basculent pas vers le Front National, ils ont créé le parti d'Olivier Philippe qui n'apporte rien du tout. Il n'apporte rien du tout de nouveau dans l'échiquier politique français. D'accord? Les Français sont déjà divisés. Ils ont déjà pas mal de problèmes avec eux. Vous croyez que notre Seigneur aura le temps d'arriver jusqu'à nous? Nos députés iront. Le mieux qu'ils vont faire, c'est de gagner leur mandat, même avec de la bonne volonté. D'accord? Monsieur Servat, pour revenir à lui, il a dit, là, il a un nouveau mandat. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur Servat? C'est comme si son action politique était gradué de moins 10 jusqu'à plus 10, en passant par 0. C'est comme s'il a été élu en 2017, c'est ça? Quelques mois après son élection, il était à moins 10. Il a fait tellement de trucs qui n'allaient pas dans notre sens, il était à moins 10. Pendant toute sa mandature, il est resté à moins 10. À la fin, il a fait un mandat honorable, il a dit, j'ai entendu, j'ai compris, alors il est juste à 0 maintenant. D'accord? On lui a juste donné une deuxième chance, mais pour l'instant, personne n'a confiance. Personne n'a confiance, on attend de voir ce qu'il va faire. Ils ont été voir les soignants. Mais la politique du gouvernement, c'est en France déjà, ils n'intègrent pas leurs soignants non vaccinés. Ils vont le faire pour nous? Au nom de qui vont le faire pour nous? Un territoire que le président de la République n'a même pas daigné parler de ce territoire, tellement il sait qu'électoralement on ne sert à rien. Au niveau des voix, on ne sert à rien. Donc, il y en a qui font à peu près, qui font semblant, d'accord, qui font semblant d'avoir un minimum d'humanité. On ne va même pas appeler ça de considérable, de quoi que ce soit. Mais lui, il a été droit au but. Il sait qu'on ne sert à rien. Politiquement, on n'a aucun poids. Il ne s'est pas occupé de nous. Et c'est ce qui va continuer à se faire. Tout à l'heure, mon collègue parlait de tout ce qu'on peut faire avec la canne, tout ça. D'accord, mais à la base, il faut déjà avoir la canne. Il faut déjà avoir une canne dans ses mains pour pouvoir faire tout ça. Donc, on est dans un grand merdier, nous les Guadeloupéens. Il faut que ça s'entende. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pardon? On est dans le merdier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Déjà, admettre qu'on est dans un merdier, ce serait déjà beaucoup. Oui, d'accord? Essayer de parler de plein de choses, de faire. Les Guadeloupéens font déjà beaucoup. Regardez, tout ça. Le premier employeur de la Guadeloupe, on dit c'est qui? C'est l'artisan. Regardez, tout ça de Guadeloupéens qui font des trucs. Ils n'ont pas fait. Regardez, tout ça Guadeloupéens qui apportent manœuvre. Depuis le matin, c'est nous qui faisons marcher le pays. Dans les ateliers à Jarry, là, dans toutes les entreprises, qui fait fonctionner, et quelles sont les personnes qui font fonctionner les entreprises? C'est pas nous.
Vous avez un Guadeloupéen, vous avez, moi je parle de comme garage les parce que je artisans. travaille dans le transport, je vais souvent le des petit rapports avec des bâtiment. garages. Quand je vais dans un garage, je regarde. La personne qui vous accueille, c'est un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne. Mon atelier là, c'est Guadeloupéen. Réparation, tout bitin, compta, tout bitin. En fait, à la base, c'est comme si on n'avait même pas besoin de ceux qui sont dans les bureaux là-haut pour faire fonctionner l'entreprise. Tellement on est compétent dans tout, mais au bout de la chaîne, qui compte l'argent? C'est pas nous. C'est pas nous qui comptons l'argent. Vous croyez que demain, je me disais, mais pourquoi ces gars-là ne se mettent pas ensemble pour créer une société et ne pas travailler pour ceux qui ne nous aident pas à développer le pays? Alors vous allez faire quoi? Le jour deux Guadeloupéens vont se dire, ok, nous quand même, nous d'accord, nous pas babier, ok, ou pas jaloux, moi pas jaloux. D'accord? Nous quand même faire un mouvement là. Mais vous allez tout mettre en place. À un moment donné, il faudra faire entrer des pièces. Il faudra faire entrer des pièces pour pouvoir réparer les voitures. Eh bien, ceux qui ont le business de faire entrer, de faire sortir, ils vont vous vendre les pièces tellement chères qu'alors qu'ils viennent réparer un embrayage, ils sont obligés de vendre tellement cher quand ils retournent en Kazaï. D'accord? C'est ça la réalité de notre pays. C'est pas que le Guadeloupéen ne veut. Avec toute cette chose qu'on fait, regarde la quantité de personnes qui parlent de la canne. Vous croyez que c'est. Quand un gars vient vous vendre un truc de canne 4 euros, vous voyez le travail qu'il y a dans ça avant d'arriver à vendre la bouteille de canne, de jus de canne? Vous voyez le travail qu'il y a dans ça, le coco? Vous comprenez qu'on sort une montade d'un pied coco pour un coco? Tout ce que les gens font à base de coco, après on voit sur les marchés les artisans. Et il n'y a pas que ça. Au niveau de l'électricité, au niveau de la plomb, les Guadeloupéens font plein de choses. On ne fait pas tout bien. Je ne suis pas là pour caresser le Guadeloupéen dans le sens du poil. Nous, qu'à foutre bordel dans bien des domaines, nous, qu'à foutre bordel. C'est une réalité. Mais le Guadeloupéen travaille. Le Guadeloupéen travaille beaucoup. D'accord? Mais à la fin des fins, on n'a pas notre économie. Ça s'appelle gestion de la précarité. Oui, mais, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On part au plus pressé. C'est la même chose quand... Je prends ton exemple. Tu dis que si deux personnes se mettent ensemble pour pouvoir créer quelque chose, pour créer un mouvement là, et qu'ils ont passé commande, etc. Mais s'ils n'ont pas passé par un professionnel, pour cadrer bitin, pour organiser, qui gens ont fait et pas fait. Je parle de professionnels. Non, qui sont déjà en place. Oui, qui sont déjà en place, mais quand s'ils veulent se mettre ensemble pour créer leur mouvement, comme tu as dit. Une société. Ils veulent créer leur mouvement, une société. S'ils ne sont pas passés par un professionnel, qui est un juriste, qui est un avocat, pour les accompagner à bien cadrer juridiquement et fiscalement la qualité de ce qu'ils vont faire, pour bien le faire, pour justement leur donner la garantie que quand ils vont passer une commande, ils seront respectés. C'est ça le problème. Parce que ne fonctionne pas comme ça. Bien justement, nous sommes dans l'erreur. Mais ce n'est pas nous qui sommes dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité. C'est-à-dire que non. En Guadeloupe, simplement changer de mentalité, changer de modèle de compréhension des choses. C'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions, surtout dans le monde, parce que tu parles des artisans. Beaucoup d'artisans travaillent seuls. Ils sont artisans pour créer leur emploi. Et comme je paraphrase le président vainqueur, il te dit beaucoup d'artisans sont à 5 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année. Donc c'est pour te dire que c'est une difficulté. Diviser 500 par 12, 5 000 par 12, ça s'acabaille. Donc aujourd'hui, c'est une difficulté. Et là, nous devrions sortir de cette difficulté parce que nous savons travailler. Donc on doit pouvoir sortir de la difficulté si nous nous mettons au travail. Mais si nous, chaque état coin, nous dit nous que faire débrouiller à nous que habiter à nous que faire mouvement à nous et nous pas bien comprendre quel système. Donc pendant nous quoi faire ça comme ça, d'autres cabines yo organiser yo et même travail là yo faire qui nous, yo faire différemment mais mieux organisé. Donc résultat yo prend 80% marché là et yo laisser 20% à nous. Donc c'est faut nous apprendre ça, faut nous savoir que mentalité là jeu de là, faut nous arrêter en chaîne faïence, faut nous arrêter mal parler nous. Quand regarder jeu de là, si on parle des réseaux sociaux, mais avant habitant qui choquait moi, Justine Bénin par exemple, d'élection, mais on pas obligé de dire que les gars dans ce carnaval vont lever. Tout le monde il doit courir carnaval si vous voulez. Il faut nous arrêter de mépriser nous. Et c'est ça nous savons faire mieux, c'est mépriser nous. On peut regarder quand même l'actualité nationale. Oui, mais non, mais nous pas qu'à occuper des autres. Non, on ne peut pas dire ça. Pas qu'à occuper moi, non. Parce que si nous diaboliser nous, je m'occupe de mon territoire. Le Guadeloupéen, il n'est pas spécialement bon.
Mais le Guadeloupéen s'inscrit dans la logique de l'être humain. C'est l'être humain qui est foncièrement mauvais. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus mauvais qui ont d'autres. Gaël Sebouga, on sort d'une année d'élection. Tu as pris l'exemple de l'Australie tout à l'heure. Non, c'est elle qui a pris l'exemple d'Australie. Je lui disais que c'est un pays. Donc ça veut dire qu'ils savent faire et pourquoi on ne saura pas faire nous? Je n'ai pas dit qu'on ne sait pas faire. On sait faire. Mais je dis justement qu'à un moment donné, on se trouve face à notre réalité, notre réalité d'homme sur la terre. Non. C'est-à-dire, faut regarder un truc. On ne peut pas juger des trucs sans prendre compte, sans tenir compte des éléments qui sont autour de nous. Et ça, il faut qu'on apprenne à le faire. En gros, il y a un système qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer. Quand on dit système, les gens vont vous dire qu'on est défaitiste. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire système. Parce que quand on dit système, les gens disent ouais, mais ils ont arrêté, c'est toujours ce même bit est là. Non, c'est pas une question de système. On va pas dire système. On va dire modèle. D'accord, on est dans une réalité. On est dans une réalité. Il faut que vous sachiez. On est dans une réalité. Il faut partir du début. Le Guadeloupéen, il est dans son cheminement. D'accord? Rapidement, parce qu'on doit rendre l'antenne. D'accord, le Guadeloupéen est dans son cheminement. C'est-à-dire qu'il y a même pas 200 ans, le Guadeloupéen, il était attaché. Après, il est devenu un peu plus libre, mais avec des lacunes, parce qu'il n'a pas eu une vraie liberté. Donc, petit à petit, on a 170 ans. Oui, mais je suis la première on a 170 ans, donc on est dans notre cheminement. Mais ça ne nous empêche pas de booster le truc. Oui. Ça ne nous empêche pas de booster le truc et de dire, bon les gars, on y va. Mais en tenant compte de notre réalité, c'est pas être défaitiste de dire qu'il n'y a pas longtemps, on était dans une cage, c'est notre réalité. Si on passe à Blaokai, qui tout le monde a dit ça, si on passe à Blaokai, qui j'en sablaoui, encore moins là, aille. Donc, il faut tenir toujours compte de cette réalité pour nous permettre d'avancer. Mais pas prendre exemple à la France, qui c'est en nation, l'une des premières puissances mondiales, et d'ailleurs on sait comment, et venir l'appliquer à nous. Et ça, c'est mon discours. D'accord, monsieur Drakemore, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Non, mais après, bon, j'entends ce qui est dit et qu'il y a ces limitations-là, mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on s'y arrête. Et effectivement, elles existent. Et comme j'ai pu le dire, nous n'avons pas fait suffisamment pour que ces choses-là, ça change. Et en attendant qu'on soit suffisant à faire ce qu'il faut pour que ça change, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et je rejoins mon collègue quand il dit que nous sommes suffisamment compétents pour que nous puissions accepter de travailler ensemble, construire ensemble et avancer ensemble en attendant que le système ou que la réalité change. Bon, ben, messieurs, je pense que je vais vous faire revenir en septembre pour la rentrée, parce que la conversation était très intéressante, on verra. Pourquoi pas sur un autre sujet, on aura le temps de laisser passer les vacances. Donc, les offres d'emploi, comme je vous ai dit, c'est la dernière émission en format plateau cette semaine. Donc, on recherche un directeur de filiale, si vous êtes ou bien une directrice de filiale. Si vous savez gérer une filiale comme votre propre entreprise, manager des équipes, gérer des fournisseurs, n'hésitez pas à contacter Officium Conseil. Ensuite, la deuxième offre d'emploi, on cherche un ou une responsable de magasin. C'est pour un poste qui est situé en Guadeloupe. Comme vous le savez, on vous donne toujours des offres d'emploi qui sont bien rémunérées. Donc, n'hésitez pas à vous contacter Officium Conseil pour ce poste. Ensuite, référence DIRBI 0825. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, fais passer. Voilà. Donc, on recherche un directeur industriel. Je vais revoir les formats avec Officiel Conseil. On recherche un directeur industriel pour travailler cette fois-ci sur la Martinique. Donc, un homme ou bien une femme, bien évidemment. Si vous avez toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats pour gérer des machines, donc comme ça, vous allez pouvoir travailler un petit peu dans l'industrie. Donc, tout ça, vous appelez Yannick Jotam, 06 90 95 81 51 06 90 95 81 51. Et avant de partir, je vais vous mettre le communiqué de presse du plan pour la Guadeloupe. Le plan, alors, on a le communiqué avec le petit colibri qui va s'afficher tout à l'heure. Voilà, donc lettre ouverte à tous les citoyens de la Guadeloupe. Je vous invite à aller sur le Facebook du collectif pour un projet
guadeloupéens, 2 sociétés. Vous avez vu, ils ont fait plusieurs vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans notre territoire. Anciennement, nous étions des colonies, nous sommes devenus un département. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Donc, ils ont fait une lettre ouverte à la population guadeloupéenne. N'hésitez pas à aller regarder sur le Facebook, un collectif pour un projet guadeloupéen de société. Et comme ça, on pourra parler, vous pourrez parler des congrès, mais ils vont mettre une vidéo, ils vont faire une vidéo et on vous transmettra l'information. Très rapidement, parce qu'on est très en retard, il faut que je laisse l'antenne pour Chika. 10 secondes, un mot pour la fin. Bonne soirée aux Guadeloupéens. Bonne soirée aux Guadeloupéens. Oui, pareillement. Bonne soirée à tous. Eh bien, bonne soirée à tous. Je vais faire un peu de com. Je suis, comme je vous ai dit, je suis chanteur de Goka, Tambouillé. Donc, il y a quelques petits événements qui se mettent en place, notamment la création de nouveaux produits qui est en cours. Donc, je dis aux gens de rester véatifs. Il y a une petite association aussi culturelle que je mets en place avec ma femme. Donc, qui va s'occuper un peu de mettre en avant notre culture. Donc, nous avons fait des bitins. Et voilà quoi. Donc, tout ça se met en place. Suivez-nous un peu sur Facebook. Et nous qui arrivons à bout. Nous sommes jeunes peuples libres. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Nous, on se retrouve en format plateau en septembre et on va vous faire découvrir les métiers des Antillais pendant le mois de juillet-août. On revient bientôt. Au revoir à tous et bonnes vacances.